À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un crash sans précédent. Je vous dirai tout ce que je sais. L'avion de ligne le plus rapide du monde s'est écrasé au décollage. Ils savent qu'ils vont mourir. Pas le temps! Quand ce crash s'est produit, ça a été un choc. Comment expliquer le premier crash du Concorde? Il perdait du carburant. L'enquête va mettre à jour 3 éléments déterminants. Un pneu éclaté, un réservoir perforé et une mystérieuse lamelle métallique. Ça ne ressemblait pas à une pièce aéronautique. Quelle est la clé du mystère? Nous n'avions pas le lien qui pouvait les réunir. Les éléments n'étaient pas clairs. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle compte parmi les plus fréquentés d'Europe. C'est aussi le seul sur le territoire français à accueillir un appareil au prestige inégalé, le Concorde. C'était un appareil absolument fantastique. On l'appelait le bel oiseau blanc, la fusée blanche. Fantastique. Le Concorde au décollage, c'était un vrai spectacle. Tout le monde venait le voir. C'était impressionnant. Il faisait beaucoup de bruit. C'était comme un meeting aérien. Le Concorde est une merveille de technologie. Le seul avion civil supersonique. Il peut voler à plus de 2 fois la vitesse du son, à une altitude effleurant la limite de l'espace. C'est un avion qui volait à plus de 55 000 pieds, presque 18 000 mètres. Là où le ciel est d'un bleu très profond. C'était vraiment un appareil exceptionnel. Les équipages du Concorde sont triés sur le volet. Air France 4590, vous voulez Whisky 10 ou la voie Roméo? Il nous faut toute la piste. Ok pour Roméo, Air France 4590. Aujourd'hui, c'est le commandant Christian Marty qui pilote le Concorde. C'est libre à droite? C'est libre. Jean Marco, le copilote, surveille les instruments. Inclinaison du nez. Avant de rouler jusqu'à la piste, l'équipage abaisse le long nez élancé. Sa forme aérodynamique, cruciale pour le vol supersonique, gêne en effet la visibilité au sol. Je vais accélérer avant de tester les freins. Christian Marty et Jean Marco, plus de 23 000 heures de vol à eux deux, appartiennent au club très fermé des pilotes de Concorde. Une élite dont Jean-Louis Chatelain faisait partie lui aussi. Les pilotes du monde entier rêvaient de s'installer aux commandes du Concorde. Mais c'est un appareil dont il n'existait que très peu d'exemplaires. Donc c'était réservé à des happy few. Fruit d'une collaboration historique entre la France et la Grande-Bretagne, le Concorde effectue son premier vol en 1969. Son aile delta caractéristique, l'aile gothique, permet de réduire la traînée à vitesse supersonique. À basse vitesse, en revanche, le concept a des inconvénients. Il est notamment plus difficile d'avoir la portance nécessaire au décollage. Avec l'aile delta, il y a beaucoup de traînée. Donc il faut compenser avec un niveau de poussée assez élevé. On a consommé combien? Gilles Jardineau, l'officier mécanicien navigant, surveille le carburant. Là, on a 800 kilos. Le Concorde est un appareil extrêmement gourmand. En roulant jusqu'à la piste, ces 4 moteurs ont déjà brûlé autant de carburant qu'une voiture moyenne en 6 mois. Voyager à bord du prestigieux supersonique est un luxe. De Paris à New York, un aller simple coûte plus de 9 000 $.
Ce n'était pas du tout hors de prix pour les passagers qu'on accueillait. Certains ne connaissaient même pas le prix du billet. Air France 4590, piste 26 droite. Autorisé décollage. 45-90 décolle, 26 droite. Gilles Logelin est le contrôleur aérien de service. J'étais dans la tour de contrôle sud, qui a une très bonne vue sur les deux pistes qu'on utilise. C'était une journée ordinaire. J'ai donné l'autorisation de décoller. Tout le monde est prêt? Oui. La vitesse de décollage du Concorde est de 198 nœuds, soit 40 de plus qu'un 747. Quatre vertes. Afin d'obtenir la poussée nécessaire pour cette vitesse très élevée, la post-combustion est enclenchée sur les 4 réacteurs. Quand on voit l'avion passer, on le sent et on l'entend, parce qu'il est bruyant et puissant. C'est vraiment fantastique, aussi bien pour le spectateur que pour le pilote. V1, Le copilote annonce que V1 est atteinte, la vitesse de décision. L'appareil va désormais trop vite pour pouvoir annuler le décollage. On ne peut plus s'arrêter. Il faut continuer et décoller, quoi qu'il arrive. attention! Tout à coup, l'appareil commence à virer vers la gauche. Stop! L'officier navigant presse le commandant d'annuler le décollage, mais il est déjà trop tard. Tandis que le commandant Marty fait décoller le supersonique, dans la tour de contrôle, Gilles Langelin réalise qu'une catastrophe se déroule devant ses yeux. C'était une situation totalement inattendue de voir des flammes s'échapper d'un appareil au décollage. Il n'y a pas de temps à perdre, donc j'ai immédiatement appuyé sur le bouton rouge, le bouton d'alarme. 45-90, vous avez des flammes derrière vous. Bien sûr. Un cône de flammes a surgi à l'arrière de l'appareil. Panne moteur 2. Procédure feu réacteur. Tandis que le commandant tente de garder le contrôle de l'appareil, l'officier navigant coupe le moteur en feu et actionne l'extincteur. Le badin. Le badin, c'est-à-dire l'anémomètre, affiche une vitesse dangereusement basse. Le badin, le badin. Il y a un problème. Un problème qui n'a pas été prévu à l'entraînement. Un problème auquel aucun pilote ne veut être confronté dans sa carrière. Gilles Logelin se hâte de dégager l'espace aérien autour du Concorde. Je voulais qu'ils aient toutes les options à leur disposition. Jean-Marco, le copilote, veut tenter de rejoindre l'aéroport du Bourget, non loin de Roissy. Le Bourget, le Bourget. Mais les flammes qui dévorent l'appareil ne laissent aucune chance à l'équipage. D'incroyables images de la catastrophe sont filmées par des amateurs. Dans la cabine, c'est la panique parmi les passagers terrifiés. Pas le temps! La merveille supersonique perd de l'altitude. Non! Et s'écrase sur un hôtel proche de l'aéroport. Oh mon Dieu. J'ai vu un gros nuage de fumée, comme un champignon. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru que la catastrophe allait être évitée. Je me souviens que je me suis assis sur la moquette et que je me suis mis à pleurer. Il n'y a aucun survivant parmi les 109 passagers et membres d'équipage. On déplore également 4 victimes au sol. Je ne peux rien dire de plus. On était sous le choc.
C'est tout. Cet appareil occupait une place tellement à part dans l'histoire de l'aviation que, quand ce crash s'est produit, ça a été un choc dans le monde entier. Jusque-là, le bilan de sécurité du Concorde était excellent. En 31 ans de vol supersonique, pas un seul accident mortel. Cet avion étant tout simplement formidable et ça a été un choc pour tout le monde. Chargé de mener l'enquête, Alain Bouillard doit faire face à un défi sans précédent. Comment expliquer qu'un joyau de technologie qui semblait à l'abri des accidents ait pu connaître une telle catastrophe? À Gonesse, à côté de Roissy, l'hôtel Hotellissimo a disparu dans les flammes. Les enquêteurs veulent chercher des indices parmi les débris, mais les pompiers doivent d'abord éteindre le brasier. Et la difficulté était la chaleur intense qui régnait à proximité et sur le site et qui empêchait d'une part l'intervention des services de secours pour récupérer les enregistreurs de vol. Face à la pression médiatique internationale, Alain Bouillard et son équipe se mettent immédiatement au travail, en commençant par interroger tous les témoins. Je vous dirai tout ce que je sais. Gilles Logelin, le contrôleur aérien, était idéalement placé. Après un accident, on se souvient de chaque seconde du déroulement des événements. J'ai vu les flammes juste avant le décollage. Selon Gilles Logelin, d'énormes flammes sont apparues sur le côté gauche de l'appareil juste avant le décollage. D'autres témoins disent avoir entendu une explosion lorsque le Concorde accélérait sur la piste. Moins de 90 secondes plus tard, c'était la catastrophe. Seule certitude pour Alain Bouillard, l'incendie s'est déclenché avant que le Concorde ne quitte la piste. Nous nous sommes intéressés à la piste parce que l'événement s'est produit lors de l'accélération pour le décollage. L'enquêteur en chef envoie immédiatement des membres de son équipe examiner la piste. Il perdait du carburant. Des traces de suie montrent que le carburant de l'appareil s'est enflammé. D'autres indices déterminants sont découverts sur la piste. Quelques débris éparpillés tombés du Concorde au début de l'accident. Tout d'abord, il était évident qu'il y avait des traces de suie, donc des traces de feu qui étaient toujours visibles sur la piste, ainsi que des traces de carburant et des pièces diverses qui étaient restées sur la piste. Donc il a fallu collecter toutes ces pièces pour les conserver pour l'enquête. Pendant ce temps, dans un hangar non loin de l'aéroport, d'autres enquêteurs trient les débris ramassés sur le site du crash. Les deux boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées au milieu des décombres calcinés. Il est encore trop tôt cependant pour savoir si leurs données seront exploitables. Il y avait énormément de fuel à bord de l'avion et donc les enregistreurs, dont le CVR, ont été exposés aux flammes, ce qui est considéré comme la pire condition pour un enregistreur de vol. Les boîtes noires du Concorde sont conçues pour résister à 30 minutes de chaleur intense seulement. Les enquêteurs les envoient en urgence au laboratoire en espérant obtenir tout de même un résultat. Des bouts de pneus. Parmi les intrigants débris retrouvés sur la piste, se trouve une lamelle métallique tordue que personne ne peut identifier. Est-ce qu'on sait ce que c'est? D'abord, c'était un avion extrêmement compliqué. Puis, un avion détruit par le feu, où il restait très peu de morceaux. Je sais que ça, c'est un fragment de réservoir. Les premières pièces qui ont été trouvées sur le site étaient une pièce qui a rapidement été identifiée comme faisant partie d'un des réservoirs. Le Concorde compte pas moins de 13 réservoirs de carburant, un dans la queue et 12 autres qui occupent la quasi-totalité de la voilure. La présence d'un fragment de réservoir sur la piste
est un indice important. B1. Cela signifie en effet qu'au moins un des 13 réservoirs a été perforé au moment du décollage. Alain Bouillard étudie une vidéo de l'accident filmée par un chauffeur de camion. Il devait y avoir une fuite énorme. C'est la seule explication pour un tel incendie. La taille des flammes confirme que l'incendie a dû être causé par une importante fuite de carburant. L'ampleur de cette fuite conduit avec le mélange de l'air ambiant à un mélange extrêmement volatile et extrêmement inflammable. La cause de la fuite de carburant reste cependant inconnue. Heureusement, les techniciens ont pu récupérer les données de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage. Bien, commençons. Alain Bouillard espère que le dialogue des pilotes permettra de clarifier les indices collectés. Tout le monde est prêt? Oui. Tout paraît normal lorsque l'équipage se prépare. 4 vertes. B1. Mais juste avant le décollage, un bruit puissant retentit. Attention! On aurait dit une explosion. Encore une fois, s'il vous plaît. Attention! Stop! 45-90, vous avez des flammes derrière vous. Bien reçu. Panne moteur 2. L'enregistreur de conversation de cockpit nous a permis très tôt de valider que l'équipage n'avait eu le problème que par la tour de contrôle, c'est-à-dire qu'il y avait un feu à l'arrière de l'appareil. Si l'enquêteur en chef sait désormais à quel moment l'incendie a éclaté, il en ignore toujours la cause. Je voudrais voir les débris ramassés sur la piste. Le Concorde comportant des pièces américaines, le NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, envoie Bob McIntosh participer à l'enquête. Il est exceptionnel qu'un représentant américain vienne enquêter sur l'accident d'un appareil français sur le territoire français. Mais le Concorde avait des pneus conçus et fabriqués aux États-Unis. Parmi les débris collectés sur la piste se trouvent de gros morceaux de pneus, dont certains pèsent plus de 4 kilos. Ça a dû éclater. Pour supporter le poids de l'appareil et résister à la chaleur dégagée au décollage, les pneus sont renforcés par une bande de caoutchouc très solide et remplie d'azote sous pression. De manière générale, les pneus d'avion sont très différents de ceux utilisés pour les voitures. Ils doivent supporter un poids énorme. Leur résistance est extrêmement élevée. L'éclatement d'un pneu de Concorde est comparable à l'explosion d'une petite bombe. Mais peut-être qu'un morceau de pneu a été projeté et a perforé le réservoir, ici, au niveau de l'aile. Attention! La force de l'explosion fait que ce n'est pas juste un simple éclatement de pneus. Il y a beaucoup d'éléments structurels et une bande de caoutchouc autour du pneu qui sont probablement projetés aux alentours, ce qui peut potentiellement causer des dégâts, bien sûr. Les enquêteurs découvrent alors des antécédents. À 6 reprises, un pneu de Concorde a éclaté en endommageant un réservoir. On a trouvé plusieurs événements avec des crevaisons de pneumatiques et des destructions de pneumatiques, voire dans certains cas de jantes. L'incident le plus sérieux s'est produit en 1979, lorsqu'un réservoir de carburant gravement endommagé par l'éclatement d'un pneu a forcé les pilotes à faire demi-tour juste après le décollage. Afin de remédier au problème, les autorités ont imposé un remplacement beaucoup plus fréquent des pneus du Concorde. Dès lors, comment expliquer l'éclatement d'un pneu relativement neuf au décollage? Les enquêteurs examinent à nouveau les débris métalliques retrouvés sur la piste. Peut-être que le pneu a été entaillé par quelque chose. Peut-être par ça. La forme de la pièce qui a été retrouvée, donc de la bande métallique, correspondait vraiment à la forme de la découpe sur le pneumatique.
Les 2 ou 3 premiers jours, beaucoup de théories circulaient sur les causes et les effets de l'éclatement du pneu, de la présence de la bande métallique et de la fuite de carburant sur le côté gauche de l'appareil. Je veux savoir d'où vient cette pièce. Et je veux savoir le poids du Concorde au décollage, pour essayer quelque chose. Tout de suite, la suite. Votre soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. À 20h40 sur National Geographic Channel, une nouvelle saison de fou rire. Science of Stupid est de retour avec les plus belles gamelles du net et ça va faire mal. Et à 20h35 sur Nat Geo Wild, elle est fidèle au poste. Le docteur Michel Oakley soigne vaches, moutons, ânes ou caribous dans Michel ou la vie sauvage. Bonne soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. Des projets ambitieux qui changeraient le cours de l'histoire. Des inventions mortelles pour gagner la guerre par la force. C'était le rêve de suprématie d'Hitler. National Geographic Channel revient sur les constructions du régime nazi, des blockhaus aux bases secrètes. Les plans extravagants du Führer révélés dans Nazi Mégastructure, saison inédite, tous les samedis à 20h40 sur National Geographic Channel. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Le crash du Concorde a laissé une scène de désolation. À travers le monde, les spécialistes, comme le grand public, restent stupéfaits de l'accident. Les Concorde d'Air France sont interdits de vol par les autorités françaises et les Britanniques suivent l'exemple peu de temps après. À Londres, les Concorde de British Airways sont restés cloués au sol. La reprise des vols dépendra entièrement des résultats de l'enquête. C'était un coup dur, en particulier pour l'opérateur britannique British Airways, alors qu'Air France s'y attendait, selon moi. L'avenir du Concorde, le joyau de l'industrie franco-britannique, est entièrement entre les mains d'Alain Bouillard et son équipe. Il y avait une pression médiatique qui était là, puisque c'était un avion qui était très très connu. Le seul avion supersonique et donc le premier accident mortel de Concorde. Soumis à une forte pression, les enquêteurs se concentrent sur la mystérieuse lamelle métallique retrouvée sur la piste. Selon moi, cette lamelle ne ressemblait pas à une pièce aéronautique. Et elle était tordue d'une façon très étrange. Donc nous pensions que c'était peut-être une pièce tombée d'une balayeuse de piste, ou d'un engin de construction, ou même d'un chariot porte-bagages qui était remorqué sur les pistes de l'aéroport. Les analyses en laboratoire révèlent cependant que le mystérieux débris est en titane, un métal souvent utilisé dans l'aéronautique pour sa légèreté. Et qui comportait de nombreux rivets à sa surface. Et c'est ce qui nous a laissé penser que c'était une pièce à usage aéronautique. La substance rougeâtre recouvrant un côté semble également indiquer que la pièce est probablement tombée d'un avion. L'analyse chimique révèle en effet qu'il s'agit d'un adhésif, souvent utilisé par les mécaniciens aéronautiques. Pour faire le lien entre les débris retrouvés sur la piste et les dégâts observés au moment du décollage, il a fallu beaucoup d'analyses en laboratoire. Un débris sur la piste aurait donc provoqué l'accident, mais les détails restent obscurs. La suivante ? Les enquêteurs ont besoin de savoir de quel avion la pièce provenait et comment elle a pu se détacher. Suivante. Il y avait beaucoup de pression au sein du BEA. Suivante. Suivante. Suivante.
Il fallait découvrir la provenance de cette pièce. Ça ne vient pas du Concorde. Il faut chercher ailleurs. J'étais sur place depuis plus de 2 semaines et nous ne savions toujours pas d'où venait cette pièce. Si des investigations méticuleuses ont permis d'éliminer la piste du Concorde, des dizaines d'autres appareils doivent être pris en considération. Il faut donc restreindre les recherches. Il me faut la liste de tous les avions qui ont utilisé la piste avant le Concorde. Un aéroport international comme Roissy-Charles de Gaulle accueille quotidiennement des centaines d'appareils. Les avions perdent des petites pièces, des pièces métalliques, que ce soit l'objet de réparation ou tout simplement des trappes de visite qui sont mal fermées et qui se séparent de l'avion. Donc c'est assez fréquent de trouver des pièces métalliques sur les pistes. Néanmoins, les pistes sont inspectées plusieurs fois par jour et tous les débris ramassés. Elle n'était pas sur la piste le matin. Ce qui nous laisse les avions ayant décollé après 13 heures. Nous avons recherché par élimination. Nous avons regardé, nous avons su très tôt que c'était une navette qui n'appartenait pas à Concorde, qui n'appartenait pas à des véhicules terrestres. Et nous avons regardé les avions qui avaient décollé avant le Concorde. L'heure de la dernière inspection de la piste permet de restreindre les recherches à 2 types d'appareils seulement. Parfait. Donc cette pièce vient soit d'un 747, soit d'un DC-10. Il faut savoir. Les enquêteurs examinent minutieusement les schémas des 2 appareils. Rien du tout. Jusqu'à enfin trouver une piste. C'est quoi ça? La lamelle métallique semble provenir d'un moteur de DC-10. Il s'agirait d'une pièce appelée bande d'usure, dont le rôle est de protéger les pièces mobiles à l'intérieur du réacteur. Néanmoins, elle n'est pas essentielle du point de vue de la sécurité. Bien sûr, nous étions tous très impatients de savoir si ce débris provenait réellement d'un moteur de DC-10. Les enquêteurs vont devoir répondre à cette question le plus vite possible, car le monde entier veut savoir pourquoi le joyau de l'aviation civile s'est écrasé en flammes. C'est alors que survient un coup de pouce du destin. À l'aéroport Charles de Gaulle, un enquêteur remarque une anomalie sur le moteur d'un DC-10, faisant régulièrement la liaison entre Paris et les États-Unis. Néanmoins, c'est une vision fugitive, quelques instants avant le décollage. Il a pu entrevoir quelque chose. C'était rapide mais suffisant pour dire « Je pense qu'il y a une anomalie et peut-être que la lamelle métallique venait de cet avion ». Les dossiers de vol révèlent que ce même DC-10 a décollé sur la piste 26 droite quelques minutes seulement avant le Concorde. Le débris fatidique provenait-il de cet appareil? Ce n'est pas tout à fait ça, mais on n'a pas mieux. Nous n'avions pas la lamelle métallique, qui était toujours en possession des gendarmes. Alain Bouillard confie une copie à Bob McIntosh, dans l'espoir que celui-ci puisse déterminer si le DC-10 suspect est bien l'appareil recherché. Nous étions tous scotchés au téléphone pour essayer de retrouver cet avion. Parce qu'entre-temps, le DC-10 avait quitté Charles de Gaulle pour aller faire des vols intérieurs en Amérique du Nord. Bob McIntosh retrouve rapidement le DC-10 qui est à Houston. Pour examiner le moteur, il va devoir se rendre sur place. J'en faisais vraiment une affaire personnelle. Je voulais retrouver cet appareil et identifier précisément la provenance de cette lamelle métallique. Si Bob McIntosh ne parvient pas à identifier le débris, la cause exacte de la catastrophe risque de rester une énigme. À Paris, Alain Bouillard peut enfin présenter une théorie pour expliquer l'un des accidents les plus choquants dans l'histoire de l'aviation. C'est bien. On va voir si ça peut entailler un pneu.
Incroyablement, tout aurait commencé avec une mince lamelle métallique. Cette pièce serait tombée d'un DC-10 sur la piste 26 droite. V1. Et elle aurait fait éclater un pneu du Concorde. Attention! Stop! Puis un morceau de pneu aurait perforé un réservoir. Il est temps de mettre cette théorie à l'épreuve. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est essayer de reproduire la rupture du pneumatique pour essayer d'expliquer la taille des morceaux observés. Et donc voir s'il était possible que cette lamelle métallique ait pu provoquer les dommages observés sur les débris. Les enquêteurs utilisent une copie exacte de la lamelle métallique retrouvée sur la piste, qui est placée sous un pneu de Concorde neuf. Une remorque à 2 roues chargée de lourdes boîtes va simuler l'énorme poids de l'appareil, soit une charge d'environ 25 tonnes par pneu. Les enquêteurs ont besoin de savoir si une mince lamelle métallique peut suffire à faire éclater les pneus haute résistance du Concorde. Le résultat est spectaculaire et ne laisse aucune place au doute. Incroyable. La preuve est faite. C'était fantastique. C'était parfait. Les pneus et les réservoirs étaient mis à rude épreuve. Alain Bouillard est convaincu d'avoir résolu l'énigme. Dans l'espoir de confirmer sa théorie, les enquêteurs étudient les fragments du réservoir. Mais il y a un problème. Si un débris de pneu avait percé le réservoir, l'impact aurait dû se produire de l'extérieur vers l'intérieur. Or, le fragment retrouvé sur la piste a subi une poussée en sens inverse. La théorie d'Alain Bouillard est mise à mal par cette découverte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si ce n'est pas un morceau de pneu qui a percé le réservoir. Alors quoi? L'enquête semble dans l'impasse. Nous avions ces éléments et nous n'arrivions pas à faire la liaison entre ces morceaux de pneumatique, la lamelle, le morceau de réservoir. Tout ça était encore des éléments isolés et nous n'avions pas le lien qui pouvait les réunir. Il y a quelque chose qui nous échappe. Je n'ai jamais vu ça. Le phénomène qui a provoqué la rupture du réservoir était vraiment exceptionnel. L'énigme s'épaissit. Comment expliquer que l'un des réservoirs du Concorde ait été perforé de l'intérieur? Si les enquêteurs ne trouvent pas la réponse, la mort de 113 personnes restera un mystère. L'examen des fragments de réservoirs retrouvés sur la piste a mené l'enquête dans l'impasse, et Alain Bouillard est au pied du mur. Ça fait beaucoup de carburant. Le jour du crash, les 12 réservoirs répartis dans l'énorme aile delta étaient tous entièrement remplis. Ça veut dire que pour des tronçons comme un Paris-New York, on est obligé de remplir les réservoirs du Concorde au maximum de leur capacité. Si jamais on ne le faisait pas, on ne serait pas en mesure d'arriver avec les réserves nécessaires de l'autre côté de l'Atlantique. Dans un réservoir, il n'y a que du carburant. C'est peut-être le carburant lui-même qui a percé le réservoir. La grande quantité de carburant embarqué mène à une théorie surprenante. Lorsqu'un projectile percute à grande vitesse un récipient plein de liquide, l'onde de choc qui se propage peut être assez puissante pour perforer une paroi à un endroit différent de l'impact initial. L'onde liquide va se déplacer et donc va pousser de manière égale sur toutes les parties du réservoir. Et c'est la partie la plus faible du réservoir qui sera amenée à rompre. Le réservoir doit être complètement plein. Alain Bouillard fait procéder à une simulation informatique. Le morceau de pneu fait 4,5 kg. Le phénomène auquel nous pensions ne pouvait se réaliser qu'avec un réservoir plein. Ok. On va voir ce qui se passe. L'enquêteur sait que sa théorie risque d'être accueillie avec suspicion. Il n'y a aucun antécédent pour un tel accident à bord d'un avion.
Feu. Le modèle informatique permet de simuler l'impact du morceau de pneu. Pour Alain Bouillard, c'est le moment de vérité. On réessaye. Mais cette fois, on vise plus à gauche. Il y a peut-être un point faible. Des ajustements minimes peuvent changer le résultat. Feu! Mais la preuve est faite. C'est bon. Bravo. L'impact d'un morceau de pneu peut entraîner une perforation de l'intérieur du réservoir. Nous avions la conviction que c'était ce phénomène qui s'était produit. C'était une révélation pour nous tous et une explication très plausible pour cette importante fuite de carburant. La provenance de la lamelle métallique est plus importante que jamais. À Houston, Bob McIntosh se prépare à inspecter le DC-10 qui a décollé 5 minutes avant le Concorde. C'est le responsable de la sécurité de Continental Airlines qui nous a accueillis. Nous étions tous conscients de la gravité de la situation et du fait que nos actes allaient sûrement avoir de vraies conséquences. L'enquêteur remarque immédiatement une anomalie sur l'un des moteurs où une bande d'usure paraît manquante. Tu peux me faire un zoom? Nous avons demandé à un mécanicien d'ouvrir le capot pour accéder à l'endroit où il manquait une bande. L'emplacement de la pièce manquante porte des traces d'un adhésif rougeâtre qui ressemble à celui retrouvé sur la lamelle métallique en France. Visiblement, la pièce ne convenait pas et quelqu'un avait essayé de la fixer un peu mieux en utilisant cette espèce de mastic ou de colle. On verra ce que dit le labo. Le support de capot semble également comporter des trous de rivets supplémentaires. Bob McIntosh vérifie soigneusement si leur espacement correspond aux trous percés dans la lamelle métallique. Bingo! Les trous s'alignent parfaitement. Nous avions trouvé le coupable. Pour nous, il ne faisait aucun doute que la lamelle métallique venait de cet appareil. Donc il y avait beaucoup d'émotions mêlées à ce moment-là. Bob McIntosh a besoin de savoir comment un appareil d'une grande compagnie américaine a pu ainsi perdre une pièce et provoquer une telle catastrophe. En examinant le dossier de maintenance du DC-10, il découvre que la bande d'usure a été remplacée quelques semaines seulement avant l'accident. Les trous, usinés dans la pièce de remplacement, ne s'alignant pas avec ceux du capot, le mécanicien en a percé de nouveau. Puis il a ajouté un adhésif pour mieux maintenir la bande. Les tests en laboratoire révèlent que l'adhésif utilisé sur le DC-10 est identique à celui retrouvé sur la lamelle métallique à Charles de Gaulle. Il n'y a pas eu de manquement délibéré au règlement. On peut simplement dire que le travail n'a pas été fait avec le professionnalisme que l'on peut attendre, en particulier pour une compagnie aérienne de premier plan. La pièce de remplacement n'est restée en place que 16 jours avant de tomber sur la piste de décollage, 5 minutes avant le passage du Concorde. Pour Alain Bouillard, une dernière question reste à résoudre. Pas le temps! Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas annulé le décollage afin d'éviter la catastrophe? Non! Tout de suite, la suite. Votre soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. À 20h40 sur National Geographic Channel, une nouvelle saison de fou rire. Science of Stupid est de retour avec les plus belles gamelles du net et ça va faire mal.
Et à 20h35 sur Nat Geo Wild, elle est fidèle au poste. Le docteur Michel Oakley soigne vaches, moutons, ânes ou caribous dans Michel ou la vie sauvage. Bonne soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. I still believe in a place called hope. National Geographic Channel, c'est un regard différent sur le monde. Une porte ouverte sur la connaissance. Fait de société, ingénierie moderne, exploration scientifique. Notre voyage ne fait que commencer. Partez à la conquête du savoir, avec des documentaires de prestige, tous les dimanches à partir de 20h40 sur National Geographic Channel. Découvrez l'archipel des îles Vierges britanniques en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. 5 years ago, these fields were a barren wasteland. But all of this has changed now, because bees are back. These little marvels of advanced robotics are second-generation new bees. Far superior to their nature counterparts, they have been successfully implemented all over the world. Unlike standard bees, new bees are fully equipped to fight their natural enemies. Nothing can harm them. New bees blend in perfectly with nature and are programmed not to harm us. New bees. The future is already here. Pour être un parfait prédateur, il n'y a que 3 règles à suivre. Règle numéro 1, avoir toujours faim. Règle numéro 2, être toujours en colère. Règle numéro 3, ne jamais oublier les 2 premières. Un monde mortel, tous les mardis à partir de 17h20 et 20h35 sur Nat Geo Wild. Votre don sauve des vies. Agissez maintenant sur msf.fr. Les techniciens ont réussi à extraire les données de la boîte noire calcinée. Tout le monde est prêt? Oui. Les moteurs fonctionnent, la vitesse augmente. Combinées à l'enregistrement des conversations, les données de vol permettent de reconstituer une situation basculant soudainement de l'urgence au drame. Quatre vertes. Le Concorde accélère sur une piste de 4 km de long et atteint la vitesse de 333 km/h. Attention! Au moment où le carburant prend feu, l'énorme appareil a besoin de plus de 1500 mètres pour s'arrêter. Or, le bout de la piste n'est plus qu'à 900 mètres environ. Les pilotes n'ont pas le choix. Un arrêt de décollage initié à la vitesse de plus de 180 nœuds aurait conduit à la perte totale également de l'avion. 2 des 4 moteurs sont en flammes. Il a perdu les moteurs 1 et 2 presque au même moment. L'équipage s'est alors trouvé confronté à un avion qui avait perdu la moitié de sa poussée. Avec 2 moteurs seulement, l'appareil ne peut pas grimper. Le badin! Le badin, le badin!
Il est totalement pris au dépourvu. Et tout se passe en 3 secondes environ, ce qui est un laps de temps très court. Nous savons tous l'importance de ce paramètre vitesse sur les avions avec des ailes delta. Et donc l'avion s'est trouvé dans une position très difficile. Le train! Les pilotes tentent de rentrer le train d'atterrissage pour diminuer la traînée. Le train, Jean! J'essaye. Mais le mécanisme du train a été endommagé. La rupture du pneumatique a produit différents dommages des portes, des trappes de train. Ces portes n'ont pas été vues dans des positions correctes, de pouvoir être manœuvrées, tout simplement, et de pouvoir être rétractées. L'enregistrement montre toute la détermination et le professionnalisme des pilotes. Le Bourget! Le Bourget! Mais les flammes qui ravageaient l'aile ne leur ont laissé aucune chance. À partir d'un moment donné, ils savent qu'ils vont mourir, mais ils ne paniquent pas. Jusqu'au bout, ils tentent de trouver une solution. Selon les estimations des enquêteurs, l'incendie aurait atteint une température de plus de 2000 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre du métal. Pas le temps! Non! Non! Il n'y avait rien qu'il puisse faire. Nous sommes convaincus qu'à partir du moment où l'avion avait roulé sur la lamelle, la catastrophe était inévitable. Suite aux recommandations du rapport d'accident, plusieurs mesures sont prises pour améliorer la sécurité. Les pneus du Concorde sont renforcés afin de mieux résister à la vitesse et au poids de l'appareil. Pour éviter les fuites, des plaques de Kevlar sont ajoutées au réservoir de carburant. Par ailleurs, les autorités aéroportuaires améliorent la surveillance des pistes et la collecte des débris. Le plus étonnant, c'est qu'on a un bout de métal de 200 grammes sur la piste. Et finalement, ce petit débris provoque une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'aviation. Un an après le crash, une cérémonie officielle honore la mémoire des victimes en présence du président Chirac. J'étais présent et d'une certaine manière, cette catastrophe fait partie de ma vie. C'est l'expérience qui m'a le plus marqué. J'aurais tout donné pour ne pas avoir été là, mais c'est tombé sur moi. « 15 mois après l'accident, le Concorde peut enfin reprendre ses vols. Alain Bouillard, qui a contribué à sauver l'appareil, en profite pour voyager à bord peu de temps après. J'ai eu cette chance de voler comme passager sur Concorde. Moi, je n'ai retenu que cette couleur du ciel au niveau 600, cette sensation d'accélération, cette sensation de vitesse. C'est des sensations très particulières, uniques, que je n'ai pas encore retrouvées et que je ne retrouverai peut-être jamais. Néanmoins, le retour du Concorde, le seul supersonique civil au monde, est de courte durée. 2 ans plus tard, Air France et British Airways retirent définitivement l'appareil du service en raison de l'augmentation du prix du carburant et de la baisse de rentabilité. Le 26 novembre 2003, le Concorde fait son dernier vol. Pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique, c'était un pas en arrière. Le transport supersonique existait, mais c'est fini. C'était triste de voir cet appareil retiré du service. D'un autre côté, il faut garder à l'esprit que cette technologie datait de 1965. Donc le temps était probablement venu de retirer l'appareil et de passer à des choses plus modernes. In the cabin, the flight attendants and passengers have no idea that their plane is dangerously low on fuel.
Then the go-around procedure is stating that the power be applied slowly. In the cockpit, the crew now hastily discuss the go-around procedure, what the manual says they must do if they can't find the runway through the fog and low clouds and have to go around a second time. It's standard procedure. Power be applied slowly and to avoid rapid accelerations and to have a minimum of nose-up attitude. To maintain what? Minimum nose-up attitude. That means... Flight engineer Moyano is concerned that if the captain were to pull up the plane's nose too sharply, all the remaining fuel would slosh to the back of the tank, causing engines to stop. Covered on fuel during the go-around. What it means is it doesn't contain fuel for feeding itself and a flameout could occur. And it is necessary to lower the nose again. Right now we are proceeding to the airport inbound. We have 17 miles. Roger. This means we'll have hamburger tonight. Avianca, descend and maintain 3,000. Descend and maintain 3,000. Avianca 052 Heavy. 3,000 feet. They got us. They're already vectoring us. No, they are descending us. And they are giving us priority. Avianca 052 Heavy. Contact Kennedy Tower 119.1. Good day. Only minutes before landing, Flight 52 is handed off to a JFK tower controller whose shift is about to end. Avianca 052 Heavy, Kennedy Tower 22 left. You are number 3 following 727 traffic on a 9-mile final. Avianca 052 Heavy, roger. Can I lower the landing gear yet? No, I think it's too early. If we lower the landing gear, we have to maintain a very high nose attitude. So desperately low is their fuel that the first officer wants to delay putting down the landing gear, which will increase the aircraft's drag, requiring more power and using more of what little fuel they have remaining. I was so happy. For me, it was like a joy. I mean, we're going to land soon and this is going to be end. Avianca 052, what is your airspeed? Avianca 052, 140 knots. Avianca 052, can you increase your airspeed 10 knots? 10? Okay, 10 knots, increasing. Increase. 10 knots more. Tell me things louder because I'm not hearing it. Lower the gear. Gear down. Avianca 05222 left, wind 190 at 20, cleared to land. Clear to land, Avianca 052 Heavy. Wind check, please. 190 at 20. With the weather deteriorating and flying on fumes, the crew of Flight 52 will have only one chance of getting their 149 passengers safely on the ground. Avianca 052, say airspeed. 145 knots. Are we cleared to land now? Yes, sir, we are clear to land. Stand by. Flaps 50. Landing checklist complete. It was extremely important that Avianca 52 landed on their first approach, JFK. The voice recorder revealed that the captain was certainly quite concerned about the fuel state, and he was talking aggressively with the first officer, putting out flaps, getting the airplane configured. It was time for the flight engineer to say, this is the only approach we're going to be able to make, and he didn't. Give me 50. Flaps 50 now. All set for landing. Standing by for lights. Slightly below glide slope. 1,000 feet above field. Instruments cross-checked, slightly below. Stand by for lights. Stand by. The wind is slightly from the left, 190 to 20. Below glide slope. With about 10 minutes of fuel remaining, and nearly 4 kilometers from the runway, Flight 52 finds itself flying into violent wind shear, forcing them to slow the plane down. They were getting like 60 knots of wind on the nose, and then as they descended on down through about 500 feet to the ground, they were down to 20 knots. So that's 40 knot change and 1,000 feet of elevation. That's a lot. This is the wind shear. Now the wind changes direction. It's pressing them down towards the ground. Glide slope! Glide slope. Sink rate 500 feet. Glide slope. The captain desperately searches for the runway, but it's shrouded in low clouds and fog. Terrain. Lights! The runway, where is it? I don't see it. I don't see it. The plane's warning system is telling them that they're about to crash.
straight, 500 feet. Just 4 kilometers from touchdown, Flight 52 has been caught in violent wind shear. To save the plane, Captain Caviades applies full throttle, burning up more of the plane's precious fuel. Give me the landing gear up, landing gear up! The airplane was about 200 feet above the ground, about 2 miles from the runway, which was well below the glide slope and very dangerous. So the airplane almost crashed on its first approach. When you get a missed approach, now it changes the whole ball game. Request another traffic pattern. Executing a missed approach. Avianca 052 Heavy. The operation of pulling the plane up in the missed approach was a very violent one. I don't know what happened with the runway. I didn't see it. I didn't see it either. I didn't see it. Avianca 052, you were Making a left turn, correct, sir? Tell him we are in emergency. 2,000 feet. That's right, to 180 on The heading and we'll try once again. We are running out of fuel. Okay. What did he say? I already advised him that we are going to attempt again. Advise him we are in an emergency. Do you tell him? Yes, sir, I already advised him. But the tower controller, at the end of his shift, transfers Avianca 52 to his counterpart in approach control. They'll have to begin all over again. Contact approach on 118.4. Approach, Avianca 052 Heavy. We just missed a missed approach and we are maintaining 2,000. Flaps 14. Avianca 052 Heavy, New York. Good evening. Climb and maintain 3,000. Advise him we don't have fuel. Climb and maintain 3,000. We are running out of fuel, sir. Okay, fly heading 080. Did you already advise him we don't have fuel? Yes, sir, I already advised him. We are going to maintain 3,000 and he's going to get us back. As they get back in the pattern and circle the field and come back in again. That again adds to the traffic jam that was being created at Kennedy Airport. Avianca 052 Heavy, I'm going to turn you about 15 miles northeast and then bring you back onto the approach. Is that okay with you and your fuel? What did he say? The guy is angry. I guess so. Thank you very much. These guys were out, and they didn't say we were out. And he allowed the approach control to vector him way out in the original pattern and 15 miles north of the outer marker again. Flight 52 was instructed to fly a long approach pattern for another landing attempt. The plane is down to its last dregs of fuel as the crew waits for final clearance from ground controllers. And then they were run way out towards Long Island and vectored all around, which was equivalent to holding for another 15-20 minutes. Did you get clearance yet? Can you give us a final yet? Avianca 052 Heavy. Avianca 052. Affirmative, sir. Turn left, heading 040. Climb and maintain 3,000. Negative, sir. We are running out of fuel. Okay, turn left, heading 310, sir. Set flaps 14. Okay, and you're number 2 for the Approach. I just have to give you enough room so you can make it without having to come out again. Okay. We're number 2 and flying 360 now. Avianca 052 Heavy, turn left, heading 330. The lights in the aircraft start to flicker, a sign that the engines are being starved of fuel. 330 on the heading, Avianca 052. Once there's no fuel flowing through the pump out of the tank, an amber light comes on to tell you that tank is empty. Flame out! Flame out on engine number 4! Flame out on it! Flame out on engine number 3! Coming the runway. The passengers can hear the sound of the engines beginning to shut down. When the engines went off, I looked over to the lady that was sitting next to me, and I asked her to give me her hand. And I philosophically accepted, I might die here. This is it. Avianca 052, we just lost 2 engines and we need priority, please. Avianca 052. Turn left, heading 250, intercept the localizer. 250, roger. Select the ILS. ILS. Avianca 052, you're 5 miles from the outer marker. Maintain 2,000 until established in the localizer. Cleared for ILS, 22 left. Roger, Avianca. Did you select the ILS? It's ready on 2. When all the engines flame out and the generators fall off the line, a considerable amount of power is lost, electrical power is lost.
In the cabin, the screams, the crying, and then this terrible sound of the wind against the fuselage as the plane drops from the sky. Avianca 052, radar contact lost. Avianca's missing due to the weather thing. Yeah, Avianca 52 lost an engine. We're trying to find out why. Yeah, we're no longer talking to Avianca. He's 15 northeast of Kennedy. Ah, wonderful. At Clipper 18, turn left heading 180. 6.5 hours after leaving Colombia, Avianca Flight 52 is missing somewhere over New York. Yes, hello. I live in Cove Neck in Oyster Bay, and there is a plane crashed in our yard in front of our house. When I woke up, the first thing that I did, I put my hand over here in my back, and I was bleeding. I said, "Oh my God, we crashed." Both my legs were broken, and I had, blood all over the place. El asiento en el que estaba sentada la hija mía, sí recuerdo que estaba. The seat where my daughter was sitting was totally destroyed by pieces of steel that happened to have come from the wing. Pedazos de hierro que entraron del ala y lo. I found my baby Daniela amongst the pieces of a torn-up, twisted chair. And I picked her up like this, and she was drenched in blood. Bañada en sangre. Avianca Flight 52 has crashed on Long Island, New York, less than 28 kilometers from JFK Airport. From deep in the woods, medical technician Bob O'Brien can hear the survivors before he can see the shattered 707. What I first heard was there were just some people who were crying in pain, but it was apparent immediately what had happened when the plane hit the mountain and just stopped dead. It just fell out of the sky. That's how witnesses describe the crash of Avianca Flight 52. A strangely silent crash. There's not a big fire here. That will make it easier for investigators to examine if there were any gas or engine problems. There have been reports of lightning in the area just before the plane went down. The spokesman for the Controllers Union says that Kennedy is critically understaffed, a problem that is compounded by bad weather. Rescuers have not yet given up on finding more victims. Lo primero que me acuerdo es que yo miro y First thing I remember is that I looked up and I saw a priest. He was praying for me and I was lying down on the ground. Right above us, I saw 3 or 4 helicopters flying over us. 3 o 4 helicópteros volando encima mío. I managed to get up on top of the fuselage, and there's that door handle that says, in case of emergency, pull here. So I pulled that door handle, and that door handle just went, and the door came open about 4 inches. And then I was able to flip that over, and I could just see piles and piles of people strapped in their seats. The extreme G-force of the crash has broken off the cockpit and catapulted it through a stand of trees and into the deck of a home some 30 meters from the impact site. Come on, somebody get the back here. And I saw some cables, and I saw a big hole in the fuselage over the passengers that were sitting next to me who were kind of unconscious. And on top of me was this guy who was bleeding, a big guy, I don't know who he was, but he was on top of me, but I was sitting. I pulled myself with those cables towards that hole, which was over the wing. I started screaming, "Hey, help me out, help me, take me out of here." And then somebody, when they realized that I was alive, they removed they took away the guy who was on top of me, and they took me out of the airplane. At that moment, a fireman was climbing on the wing, and he saw me, and he said, "There's a guy here," and he pulled me out.
37 fire and rescue companies from Nassau County are quickly mobilized. The rescue is the largest pre-9/11 operation of its kind in the New York area. That little girl was sitting up on the fuselage and she was crying, mi madre, mi madre. And that imprint of horror just was, you know, you just in your mind's eye focus right back in on, I saw mi madre, I saw her mother. And I know what that little girl was seeing. It was horrible enough for me, and I'm a professional rescuer. I realized that my baby was dying, so I began to scream. Please help me. I had the baby here, please. The plane has crashed in the wealthy neighborhood of Cove Neck, near the home of the father of tennis star John McEnroe. Medics set up a makeshift triage unit on his lawn. When daylight breaks 10 hours later, 85 survivors have been pulled from the wreck. The lead flight attendant is the only member of crew to survive the crash. Of the 11 babies on board Flight 52, all but one are found alive. Bob O'Brien scours the tail section for survivors and finds FAA investigators struggling to remove the aircraft's black boxes. I grabbed the handle and just pulled the whole box out and took that out and brought that out the door and gave it to them. Even as people are being pulled from the wreckage, the on-site investigation begins. In charge on the ground is Barry Trotter of the National Transportation Safety Board. A former airline pilot, Trotter became an investigator after losing his right arm in a motorcycle accident. The condition of the aircraft was really astonishing to see that that much of the structure was left in the condition that it was in. Unaware of the details of Avianca's troubled flight, investigators quickly find a valuable piece of evidence. You could look at the engines right away and you could tell the engines were not turning. So there was no power on the engines. That was the first big clue. Trotter and his team examine the fuel tanks and find just a few gallons of jet fuel still on board. It becomes clear why the 707's engines stopped turning, but the question of who's to blame is still to be answered. In the community of Cove Neck, New York, salvage workers begin the task of dismantling the shattered remains of Avianca Flight 52. But there's still one critical question. Who is responsible for Flight 52 running out of fuel and causing the death of 72 passengers and crew? The answer will be worth millions of dollars and affect dozens of lives. At the lab of the National Transportation Safety Board in Washington, D.C., investigators are eager to recover data locked inside the two black boxes. The most telling of these is often the flight data recorder, which records critical information, such as the plane's altitude, airspeed, and heading. When we recovered the flight data recorder and brought it to our lab in Washington, we opened it and found that the foil wrap was not hooked up. So someone had actually intentionally taped the end of the foil so it wouldn't fly around and put it back in the airplane. Without the crucial flight data recorder, investigators rely heavily on Flight 52's cockpit voice recorder, which is found with more than 40 minutes of voice recordings of the crew and communications between the first officer and air traffic controllers. Yes, sir. We are clear to land. Stand by. All set for landing. Below glide slope. And it was apparent from the voice recorder transcript and tape that the captain was not understanding the first officer's radio communications that were being made in English. Everybody wants to blame the pilot, but he may be the last person to make a decision, and the scenario which caused him to be in that position where he makes the decision was created by several other people along the route. The captain
asked the first officer about 9 times to clarify information or repeat it or to pass on information. We are going to attempt again. Advise him we are in an emergency. Do you tell him? Did he make a conscious decision to run out of fuel? No. He was sucked into a situation by the air traffic controllers where he ran out of fuel. Glide slow! The cockpit voice recorder reveals a crew desperate to land the 707 in near zero visibility and in extreme wind shear without the aid of an autopilot. In this case, the captain had a difficult time maintaining the glide slope during the approach with the wind shear, didn't see the airport, and had to make a go-around. That almost doomed the airplane at that point. The information being given to pilots en route was a wind shear up as high as 1,500 feet. But their pilots on approach were encountering wind shear as low as 300 feet. And that wasn't passed on to the Avianca pilot. This is the wind shear. The crew of Flight 52 is caught off guard. As they descend below 150 meters and slow down, a violent vertical wind forces them towards the ground, nearly causing the plane to crash less than 4 kilometers short of the runway. Ironically, Avianca 52's lack of fuel resulted in no fire or explosion, saving the survivors from almost certain death. If the flight would have found some level ground, it was conceivable he would have slapped the fuselage down and slid to a stop. With no fuel, there would have been no fire. And I think it's very possible that most of the people would have survived it in that case. As the hearings into the crash begin, lawyer George Tompkins is confronted by controllers who maintain that the Avianca crew failed to use the word emergency, instead using the word priority to communicate their situation. The government took the position that the pilot never declared an emergency, so no one knew that he had a problem. But saying you're getting low on fuel and saying you cannot make your alternate, the word emergency is not necessary to say. Negative, sir. We are running out of fuel. We just lost 2 engines and we need priority, please. And they thought they were telling them when they said we need priority. Para nosotros en español la palabra prioridad significa. In Spanish, for us the word priority means first. Corre a mí, te estoy necesitando. Attend to me, run to me. I need you right now. No sé si es que I don't know if priority in other languages means that you can wait. Significa que puedes esperar. Avianca 052 only has 5 more minutes in the hold. You gonna be able to take him, or I'll set him up to his alternate? What is his speed now? I'm not sure, to be quite honest with you. Holding speed. The NTSB concludes that air traffic's handling of Avianca 52 was proper, considering the information they were getting from the flight crew. Many of the passengers are shocked and outraged by what they feel is a gross injustice, that air traffic control is found blameless. Avianca sues the Federal Aviation Administration, which employs the air traffic controllers, saying they should have done more when Flight 52 told them they were running out of fuel. The FAA settles and ends up paying around 40% of the estimated $200 million compensation due to the victims. If you listen and read the tapes, the transcripts of the tapes of each air route traffic control center along the route, and the final, the New York TRACON, New York Tower, Kennedy Tower, you'll find 20 places where this accident could have been avoided if somebody had done something differently. Among the 85 survivors who escaped the shattered remains of Flight 52 are the Montoya's 2 daughters. Daniela, the baby covered in blood, is now a healthy teenager preparing for college. The day just before the flight, we took a long trip to visit the Virgin Mary. This is a very important sanctuary in Medellin. Perhaps it was a miracle of God and the Virgin that the 4 of us survived. It was a miracle, and we feel blessed by that. For many of the survivors, recovering from their injuries has been easier than coming to terms with the reason why Flight 52 ran out of fuel. I had to learn to walk from scratch. It's difficult enough
to deal with the injuries, it makes me very angry to think that a plane went down with 161 souls and had almost half the people lost their lives because of a word.